Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un bilan des supports précédents et donc de la microbiologie de l'environnement. Première chose qu'on va voir, c'est la diversité des micro-organismes et leur place dans les écosystèmes. Alors ces micro-organismes, si on reprend l'arbre phylogénétique, eh bien ces micro-organismes, on va les trouver au niveau des trois branches de notre arbre, donc qui sont les bactéries, les archéas et les eucaryotes. On va trouver ici une photo de bactéries, et puis ça, ce sont des eucaryotes des levures, helminthes eucaryotes, protozoaires eucaryotes, moisissures eucaryotes, des algues microscopiques eucaryotes aussi, à l'exception de certaines. Donc ici, vous constatez qu'on a une multitude de micro-organismes. Et puis on a des micro-organismes qui ne se trouvent pas dans cet arbre phylogénétique, puisqu'ils ont le leur, on en avait parlé en virologie, ce sont les virus. Enfin, les microbiologistes s'intéressent aussi aux toxines libérées par ces micro-organismes. Quelle est la place de ces micro-organismes dans les écosystèmes aquatiques? Eh bien, elle est extrêmement importante, cette place, puisqu'on les retrouve en producteurs primaires. Donc le phytoplancton, constitué de micro-organismes, dont les cyanobactéries, va faire de la photosynthèse, donc va fixer le CO2 pour permettre de faire de la matière organique. Au-dessus, on va trouver le zooplancton, et ce zooplancton va nourrir un très très grand nombre d'organismes. Donc vous comprenez bien que les micro-organismes sont à la base de ces écosystèmes aquatiques. Rappelez-vous de cet écosystème déséquilibré qui fait suite à l'eutrophisation. Cette eutrophisation, souvenez-vous, liée à des pollutions en azote ou phosphore par exemple, avec des micro-organismes de type cyanobactéries qui prennent une place trop importante, entraînant un ombrage et limitant au final le développement d'autres espèces. Et on se retrouve avec ici une biodiversité bien malmenée liée à cette pollution. Voici une photo de ces cyanobactéries. Les cyanobactéries, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'en fait, elles n'ont pas toutes le même comportement. Vous avez ici des cellules classiques qui vont faire de la photosynthèse et de la respiration, mais vous avez dans la même population de cyanobactéries des cyanobactéries qui sont capables de faire de la fixation de l'azote. Et puis, vous avez encore d'autres individus qui, eux, lorsqu'il y a un stress particulier, par exemple un manque d'éléments nutritifs, qui vont se transformer sous une forme de résistance, attendant des jours meilleurs. Alors la photosynthèse de nos cyanobactéries, elle est très très proche de la photosynthèse des plantes. Alors il y a d'autres bactéries qui font de la photosynthèse, mais de manière, c'est une photosynthèse plus éloignée de celle des plantes. Par contre, pour toutes les photosynthèses, souvenez-vous, l'énergie provient de la lumière, les électrons proviennent soit de l'eau, soit de H2S pour certaines bactéries. Cette énergie et ces électrons sont pris en charge par des pigments chlorophylliens et on va former de l'ATP. Donc ça, c'est la première phase de la photosynthèse, la phase lumineuse de la photosynthèse. Et puis ensuite, on a la phase sombre où on va avoir la captation de CO2 soit dans l'eau, soit dans l'atmosphère. Et ce CO2, en fait, ces CO2 qui vont être rattachés les uns aux autres. Donc il va y avoir des liaisons qui vont être faites grâce à l'ATP qui a été produit auparavant pour faire de la matière organique et notamment du glucose. Pensez ici au cycle de Calvin. Dans les sols, nos micro-organismes ont aussi une place prépondérante, puisqu'on avait vu qu'ils allaient permettre la transformation de la matière organique morte de la litière en humus. Cet humus, je vous rappelle aussi qu'ils ont une place importante pour la formation de la terre grâce au ver de terre, hein, donc il faut de l'acide humique. Et puis aussi la minéralisation, où on va retrouver aussi des micro-organismes qui vont être capables d'utiliser la matière organique morte pour reminéraliser le milieu. Ici, vous constatez encore une fois que les micro-organismes sont extrêmement importants dans les sols. Et donc, on avait aussi parlé au niveau des sols de l'importance de nos micro-organismes, notamment ceux qui fixent l'azote, qui vont capter l'azote pour le transformer en NO3- et permettre justement de fournir ce NO3- aux plantes pour leur croissance. Et donc, on avait parlé de bactéries fixatrices d'azote au niveau des légumineuses et notamment des rhizobiomes. Si l'on reprend la chaîne trophique des sols, eh bien on voit la place prépondérante de nos micro-organismes ici, avec leur capacité de reminéraliser le sol. Donc ça, c'est très important. Ils vont permettre de reminéraliser le sol en consommant les matières organiques mortes. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les sols, on a
nos micro-organismes qui permettent le cycle de l'azote. C'est un cycle que vous devez connaître par cœur. Donc, dans ce cycle de l'azote, qu'est-ce qu'on a? On part de matière organique morte, on a une transformation en ammoniac, puis en ammonium. Cet ammonium sera transformé en nitrite, puis en nitrate, et ces nitrates vont pouvoir être assimilés par les bactéries ou les plantes. On a du NO3- qui ensuite peut être respiré pour redonner du NO2-, voire pour donner du diazote. Vous devez connaître les noms de fixation, notamment les cyanobactéries qui sont capables de le faire, d'ammonification, savoir que ce sont les bactéries et champignons qui sont capables de le faire, de nitritation, donc c'est la première étape de la nitrification, et vous devez savoir que les nitrosomonases font cette première étape. La deuxième étape, c'est la nitratation, donc vous devez savoir que les nitrobactères sont capables de le faire. Et enfin, la dénitrification avec des cyanobactéries qui sont capables de le faire et l'assimilation de CNO3- par les bactéries et les plantes, à connaître vraiment parfaitement. Passons maintenant à la croissance et aux conditions de vie de nos micro-organismes. Pour qu'un micro-organisme puisse se multiplier, il va falloir trois choses. Il va lui falloir des substances élémentaires, des facteurs de croissance qui correspondent à ces vitamines en quelque sorte, et puis des conditions physico-chimiques qui lui conviennent. Le métabolisme pourra se faire avec libération d'un certain nombre de déchets qui ne sont pas vraiment des déchets, puisque le NO3- pensez aux plantes, le O2 pensez à votre respiration, et puis ces substances-là sont tout à fait valorisables dans la nature comme dans l'industrie. Alors nous prenons l'exemple de la croissance des bactéries. Les bactéries, on constate ici qu'elles ont une croissance exponentielle. Alors cela s'explique par leur mode de division. Une cellule mère va donner 2 cellules filles, et donc elles vont se diviser par scissiparité, un mot que vous devez retenir. À chaque fois, on a un doublement de la population. Donc on a bien une croissance exponentielle. Alors qu'est-ce qui influe sur ces courbes de croissance? D'abord, c'est la nature du germe. Il y en a qui se multiplient vite, d'autres beaucoup moins vite. Ensuite, c'est la présence des éléments nutritifs, et puis les conditions physico-chimiques. Regardez par exemple ici, en abscisse vous avez la température, et puis on va regarder la variation du taux de croissance en fonction de cette température et du type de micro-organisme. Vous apercevez que vous avez des micro-organismes qui préfèrent le froid, des psychrophiles, d'autres les températures moyennes, les mésophiles, et d'autres les températures élevées, les thermophiles. Donc on a des conditions physico-chimiques qui sont plus ou moins favorables à certains micro-organismes. Donc je viens de vous parler de la température, mais on pourrait parler du pH avec les acidophiles, neutrophiles et básophiles. On pourrait parler de l'oxygène avec les aérobies stricts, anaérobies facultatifs et micro-aérophiles. Et puis on pourrait parler de la pression avec les barophiles et de la pression osmotique, c'est-à-dire de la salinité avec les halophiles. Donc on se retrouve avec des micro-organismes qui vont supporter telle ou telle condition physico-chimique. Mais on aura aussi la particularité des éléments nutritifs. Tout le monde ne consomme pas les mêmes éléments nutritifs. Donc on va parler de type trophique. Pour définir ces types trophiques, on avait pris trois paramètres. La source de carbone nous permettait de distinguer les autotrophes des hétérotrophes. La source d'énergie nous permettait de distinguer les phototrophes des chimiotrophes. Et la source d'électrons nous permettait de distinguer les lithotrophes des organotrophes. Petite remarque, on avait constaté qu'en termes d'accepteur final d'électrons, on avait ici remarqué qu'il y avait des respirations oxygénées, des respirations azotées, mais aussi des respirations au carbone, permettant la méthanisation. Donc chaque organisme aura ses particularités métaboliques. Par exemple, Escherichia coli va pouvoir faire une respiration à l'oxygène ou bien au nitrate ou bien au fumarate, mais elle peut aussi faire des fermentations. Et puis, on avait couplé la terminologie des sources d'électrons et des sources d'énergie pour obtenir des noms de ce type-là, photolithotrophes, donc des noms composés. Vous devez avoir bien compris la construction de ces noms. Grâce à ces identités métaboliques, eh bien, on est tout à fait capable de définir le nom de genre d'une bactérie et le nom d'espèce d'une bactérie. Alors, l'homme utilise ces micro-organismes pour dépolluer. Et donc, la compréhension des types trophiques nous permet de comprendre ces dépollutions. Dans le traitement de l'eau, on avait vu qu'il y avait
un arrêté préfectoral qui nous parlait de pollution particulière, mais qui nous parlait aussi de facteurs physico-chimiques à respecter, et puis de pollution ici, pollution organique avec la DBO5 qui est la partie biodégradable, alors que la DCO c'est l'ensemble de la pollution organique oxydable, la pollution azotée et la pollution phosphorée. Et on s'aperçoit que pour ces trois pollutions, des micro-organismes sont tout à fait capables de digérer ces polluants et donc de dépolluer le milieu. Et on avait compris que dans un bassin d'aération, au final, ce que l'on avait, c'est un écosystème avec ici la charge organique, la matière organique biodégradable, la DBO5, et puis là, toute la chaîne trophique avec qui mange qui. Donc on avait vu qu'il y avait des bactéries, qu'il y avait des protozoaires, qu'il y avait des métazoaires. On avait compris aussi qu'on était capable de savoir si un effluent était facilement biodégradable ou pas en regardant le rapport DCO sur DBO5 et en regardant si on est sous 2 ou au-dessus de 3. Et puis l'homme a compris aussi que l'on peut tout à fait utiliser des micro-organismes pour faire du méthane. Alors c'est du méthane en cycle court, c'est-à-dire qu'en fait vous avez ici des déchets, alors ici c'est du lisier, on peut tout à fait le faire avec des déchets végétaux, qui vont être digérés par des boues, par des micro-organismes, libérés du CH4, et ce CH4 permet d'avoir de la chaleur ou de l'électricité. Donc c'est du CH4 ici en cycle court du carbone. On avait vu les différentes étapes avec 3 étapes. La première c'est l'acidogénèse, la deuxième c'est la cétogénèse et la troisième c'est la méthanogénèse. Donc on part de molécules organiques et on arrive à du méthane. Et tout cela est fait par des bactéries. Enfin, nous avions discuté du traitement de l'air avec la problématique de compost et de libération de soufre dans l'air avec des micro-organismes qui étaient tout à fait capables de consommer ce soufre pour empêcher la libération de soufre dans l'air. Et puis, nous avions abordé la bioremédiation des sols. Et on se souvient que effectivement, on peut injecter dans les sols pour éliminer certaines pollutions, certains micro-organismes qui vont, par leur métabolisme, dépolluer les sols. Mais on a aussi la possibilité de le faire avec des végétaux, donc on parlera de phytoremédiation. Enfin, dernière chose que nous avions vue, c'était que l'homme savait donc utiliser des bioréacteurs. On vient de le voir au final dans la méthanisation, puisqu'il s'agit d'un bioréacteur. Donc un bioréacteur, ce sont des micro-organismes qui sont approvisionnés par un milieu dans lequel il y a un certain nombre de substances, et puis on va, grâce au métabolisme de ces micro-organismes, avoir un changement du milieu, des molécules qui se trouvent dans le milieu. Alors ça peut être utilisé en milieu industriel pour l'alimentaire, mais on l'a vu aussi pour la dépollution ou pour la production, pourquoi pas, de CH4. Donc 3 cas, milieu non renouvelé, donc ça veut dire qu'en fait on va avoir petit à petit une chute de la quantité de nutriments disponibles et puis une augmentation des métabolites libérés dans le milieu et qui peuvent nuire d'ailleurs à la multiplication des micro-organismes. Donc au début, nos micro-organismes vont se trouver dans une phase de latence et puis ensuite ils vont rentrer dans une phase de multiplication exponentielle, puis ensuite une phase de stagnation quand les nutriments se font rares, et puis on peut même aller jusqu'à une phase de mortalité importante. Pour le milieu renouvelé, ici on n'aura pas de problématique de rareté des substances nutritives. Et on n'aura pas non plus de problématique d'accumulation de substances potentiellement nocives pour la multiplication. Donc on va rester sur une phase de multiplication exponentielle de nos micro-organismes. Là, il faudra gérer justement le trop-plein de population qui pourrait arriver. Et puis on a des systèmes immobilisés. Alors les microbiologistes ont à leur disposition un certain nombre de paramètres pour suivre cette croissance. On avait retenu comme paramètre le temps de génération. Par exemple, le temps de génération des Escherichia coli, c'est 20 minutes. Donc au final, la microbiologie et l'environnement, ça nous a montré que ces micro-organismes étaient absolument indispensables dans les écosystèmes, qu'ils avaient de nombreux types trophiques et que du coup, c'était extrêmement intéressant pour l'équilibre des écosystèmes, que ça permettait aussi de faire de la dépollution de l'eau, de l'air et des sols, et puis que c'était utilisé dans des procédés industriels. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.